Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue donc pour ce deuxième épisode de la saison 2 de l'Université politique du confinement qui est organisée par la Fédération du Parti socialiste de Paris. Donc l'objectif de ce cycle de conférences est de réfléchir aux conséquences de la crise du Covid-19 et d'élaborer des propositions pour dessiner le monde d'après. Donc, on a eu un premier épisode hier avec Julia Cagé sur le financement de la démocratie et la préservation du pluralisme. Et notre invitée ce soir est Fanny Vincent, donc, qui est sociologue spécialisée sur les questions de santé et de travail et qui est autrice notamment d'une thèse sur le temps de travail à l'hôpital et plus récemment donc co-autrice avec Pierre-André Juven et Frédéric Pierru d'un ouvrage sur les réformes hospitalières intitulé La case du siècle, qui a été publié en avril 2019 aux éditions Raison d'agir, et qui est un ouvrage à la fois très clair et accessible, y compris aux non-spécialistes, parce que les sujets de l'hôpital sont très techniques, mais c'est également un ouvrage qui a été rendu disponible gratuitement sur le site de la maison d'édition Raison d'agir pendant la crise du Covid-19, en soutien aux soignants pour contribuer à diffuser donc, cet ouvrage qui est un ouvrage engagé. Alors malheureusement, le lien n'est plus disponible, donc il faut aller acheter l'ouvrage en librairie, mais ça tombe bien puisque les librairies sont réouvertes, donc c'est aussi l'occasion de soutenir les libraires. Donc l'hôpital, qui est donc le sujet qu'on va évoquer ce soir, est au cœur de l'actualité depuis le début de la crise du Covid-19. Et évidemment, tout le monde a applaudi les soignants à 20h à ses fenêtres. Mais c'est vrai que si on prend un peu de recul, ça fait déjà plus d'un an que l'hôpital fait parler de lui, notamment depuis le lancement d'un grand mouvement social en mars 2019, qui s'est traduit donc par une grosse mobilisation et notamment une grande manifestation nationale unitaire le 14 novembre, qui a été donc soutenue par une majorité de syndicats et très suivie donc dans le personnel hospitalier, qui s'est également traduit en janvier par la démission de plus de 1000 chefs de service de leurs fonctions administratives, en signe de protestation contre la politique menée par le gouvernement et contre la situation des hôpitaux depuis plusieurs années. On se rappelle que Agnès Buzyn, en quittant le ministère de la Santé pour se lancer dans les élections municipales parisiennes, avait affirmé dans une interview assez surréaliste dans le journal 20 minutes que le dossier hôpital était derrière elle. C'était sans doute un diagnostic un peu trop hâtif et notamment qui a été démenti la semaine dernière par Emmanuel Macron qui, rendant visite à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, a affirmé qu'il y avait eu une erreur dans la stratégie sur l'hôpital et qui a demandé à Olivier Véran d'organiser donc à compter de la semaine prochaine une sorte de grande concertation qui s'appellera le Ségur de la santé pour revaloriser les salaires et les carrières, investir dans le matériel et les bâtiments, assouplir la gouvernance et réorganiser le système de santé. Un discours qu'on a déjà beaucoup entendu. Certains éléments de ce plan ont été développés par Olivier Véran dans le JDD du 17 mai. Et donc avec notamment une annonce sur l'assouplissement des 35 heures à l'hôpital, ce qui peut déjà présager qu'au-delà de la question des moyens, ce gouvernement va sans doute avoir une volonté de poursuivre certaines réformes libérales qui ont contribué à fragiliser l'hôpital et à le mettre dans la situation dans laquelle il se trouve aujourd'hui. On verra donc dans un avenir proche quelle idée on peut se faire de la réalité de ces annonces et des moyens qui seront réellement ou pas dégagés en faveur de l'hôpital. Mais pour ce qui nous concerne sur la conférence de ce soir, l'objectif c'est donc de poser un diagnostic lucide sur la situation de l'hôpital public aujourd'hui, de se demander donc qu'est-ce qui a conduit à une telle dégradation des conditions de travail des soignants et par conséquent de la qualité des soins dans certains hôpitaux, de se demander également quelles sont les logiques à l'œuvre derrière les sigles et les termes techniques qu'on entend beaucoup dans le débat public, que ce soit l'ONDAM, la T2A, la notion de virage ambulatoire. Le débat public sur l'hôpital est très technique, ce qui est aussi sans doute une façon de le dépolitiser. Et donc, avec Fanny Vincent, ce soir, on va pouvoir comprendre un petit peu mieux qu'est-ce qui se joue derrière tous ces débats. Et puis surtout, de se demander qu'est-ce que la gauche peut proposer pour résoudre la crise de l'hôpital public, qui semble, au-delà de la question des moyens, être également une crise de confiance du personnel hospitalier dans la parole publique. Donc, Fanny Vincent, merci beaucoup d'être avec nous ce soir donc pour cet échange. Donc, je rappelle que
Donc vous êtes sociologue co-autrice de la case du siècle. Et donc, on va avoir un échange, d'abord un exposé de 15-20 minutes pour présenter vos travaux et votre réflexion sur la situation de l'hôpital. Et puis ensuite, donc, des échanges avec les spectateurs sur Zoom et sur Facebook Live, que je remercie d'être avec nous. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le module conversation, questions-réponses de Zoom ou sur Facebook. Et donc, ensuite, on aura un temps de questions-réponses et on se donne environ 1 heure pour cette conférence. Voilà, donc merci beaucoup à vous, Fanny Vincent. Je vous cède la parole donc, pour nous éclairer sur la situation de l'hôpital public et de sa crise et de ce qu'on peut faire pour la résoudre. C'est à vous. Merci, bonsoir. Bon alors, j'ai donc la difficile tâche en l'espace de 15-20 minutes de faire un résumé de notre ouvrage qui permet d'éclairer sur cette crise qui n'en finit pas de l'hôpital, qui était une crise structurelle avant qu'on rentre dans la crise du Covid-19. Alors par où commencer? Peut-être revenir sur la temporalité de cette crise ou de moins l'ancrer dans une histoire. Alors le point de départ, ou on va dire le tournant qu'on prend pour dater cette crise de l'hôpital dans le livre, ce sont les années 80. Ce sont pas, c'est pas là que tout commence, mais c'est dans les années 80 que on assiste en fait au tournant néolibéral, entre guillemets, des politiques publiques en règle générale et aussi des politiques hospitalières, même si c'est plus dans les années 90 et vraiment dans les années 2000-2010 que ça s'intensifie, mais les premières réflexions, les premières réformes commencent à l'hôpital dans les années 80 et commencent à impulser une tonalité gestionnaire aux politiques hospitalières. Alors, qu'est-ce qui se passe à partir de ces années 80? Donc, une succession de réformes et de mesures qui vont pointer en fait un manque d'organisation et un manque d'efficience de l'hôpital public. À partir des années 80, progressivement, va se fabriquer une crise hospitalière, ou disons la mise en crise de l'hôpital, qui en réalité, du coup, est une crise structurelle qui interroge même sur le terme de crise, parce que, étant donné la longévité de cette crise, voilà, il faut s'interroger sur les temporalités et sur la rupture temporelle qui est censée provoquer une crise. C'est-à-dire, avant la crise, il y aurait un état de fonctionnement normal, routinier, et la crise viendrait remettre en question tout ça. Là, depuis les années 80, on parle de crise de l'hôpital public, et donc ça interroge sur véritablement les conditions de cette crise et ce qui se passait avant. Donc le coût de l'hôpital public a toujours été problématique. Au XIXe siècle, on parle déjà du poids que peut représenter cette institution hospitalière pour la société. Mais le coût de l'hôpital n'a pas empêché d'investir massivement dans l'hôpital public, et tout particulièrement à partir de la Deuxième Guerre mondiale, notamment pour rendre l'hôpital concurrentiel, en particulier avec les États-Unis et la biomédecine qui émerge aux États-Unis. C'est le projet de Robert Debré en 1958 de créer un système hospitalo-centré, de faire de l'hôpital un centre de soins de pointe, d'excellence, qui réunit donc à la fois l'enseignement, la recherche et les soins. Donc c'est comme ça qu'on crée les CHU à la fin des années 50. Donc c'est vraiment une logique d'hôpital d'excellence et de fait de l'hôpital le centre du système de santé. Ce qui se passe à partir des années 80, c'est qu'on considère que là, l'hôpital coûte trop cher, qu'il n'est pas assez performant et qu'il va falloir rationaliser l'organisation hospitalière, notamment dans le but d'agir sur les dépenses publiques et de contenir ces dépenses publiques. Alors, comment ça va se passer? Il y a plusieurs leviers qui vont être utilisés. Un de ces leviers, c'est l'offre de soins. Donc, on va réduire l'offre de soins, particulièrement à partir des années 90. Ça va aboutir à la fermeture d'un certain nombre de services hospitaliers, d'hôpitaux. Sur les 20 dernières années, on estime qu'il y a environ 100 000 lits d'hospitalisation à temps complet qui ont été fermés, ou 69 000 si c'est le chiffre qu'on prend dans l'ouvrage entre 2003 et 2017. L'année dernière, en 2018, simplement pour vous dire que ça ne s'est pas arrêté, il y a encore 1% du parc hospitalier qui a été fermé, un peu plus de 4 000 lits. Donc ça, c'est le premier élément, réduire l'offre pour contenir les dépenses. Et le deuxième élément qui est important parce que vraiment il traduit une transformation de ce que représente l'hôpital public, c'est à partir des années 80 les réflexions qui émergent sur la production de l'hôpital. Ce que ça porte derrière cette idée, c'est que l'hôpital doit être une entreprise, ou en tout cas, on doit essayer de mesurer, de chercher à voir, à pénétrer l'organisation hospitalière pour comprendre
et pour savoir ce que fait l'hôpital, ce qui se passe dans les services, et donc ce que produit l'hôpital. Le but derrière, c'est de gouverner la productivité des hôpitaux, si vous voulez, de définir sur la base d'un certain nombre d'établissements qui ont été pris comme représentants des établissements, mais leur représentativité peut être mise en question. Sur la base de quelques établissements et de leur production, de ce qui se passait dans leur service, eh bien, on a créé au ministère de la Santé une norme de bonne production des hôpitaux et donc des écarts à la norme permettant de distinguer les hôpitaux qui sont productifs et les hôpitaux qui ne sont pas productifs ou qui doivent travailler parce qu'ils ne sont pas assez efficients. Qu'est-ce que c'est que ce chantier de transformation de l'hôpital en entreprise ou en industrie? C'est notamment ce sigle barbare qu'on appelle le PMSI, le programme de médicalisation des systèmes d'information. En gros, qu'est-ce que c'est? C'est l'invention d'un nouveau langage qui fait correspondre ce qui se passe du point de vue médical, donc l'activité médicale, et le langage économique. On crée un langage médico-économique, si vous voulez, qui va aboutir au début des années 2000 à la fameuse tarification à l'activité. Qu'est-ce que c'est que ce PMSI et ce langage médico-économique? En fait, c'est une sorte de classification de ce que produit l'hôpital et de ce que produit l'hôpital en termes de séjour. C'est-à-dire que ce PMSI part du principe qu'il y a X centaines, et aujourd'hui X milliers, je crois même, séjours différents à l'hôpital. Par exemple, une fracture bénigne de la hanche, un accouchement, un avortement, tout ça, ce sont des séjours. Et donc, ils sont classifiés. Petit à petit, jusqu'à l'apparition de la T2A, on va réfléchir à mettre un coût à ce séjour, c'est ce qui va permettre en fait de financer l'hôpital sur la base de ce séjour. En gros, pour dire les choses autrement, excusez-moi, à chaque séjour correspond un tarif que l'hôpital va facturer à l'assurance maladie et que l'assurance maladie va rembourser à l'hôpital derrière. Une fracture bénigne de la hanche, par exemple, c'est 1400 euros. Un accouchement par voie basse, c'est 3700 et quelques euros. Le problème, en fait, de ce mode de financement de l'hôpital, c'est que il y a des séjours qui vont être surcotés, donc qui vont être rentables pour l'hôpital, c'est-à-dire qu'ils vont rapporter plus à l'hôpital que ce que ça me coûte à l'hôpital en termes de matériel, en termes de personnel, etc. Et il y a des séjours qui vont s'avérer être des fardeaux financiers, dans le sens où ils rapportent moins à l'hôpital que ce qu'ils coûtent réellement à l'hôpital. C'est comme ça que donc il y a des prises en charge qui s'avèrent rentables et d'autres qui ne le sont pas. La T2A, c'est donc en fait, si vous voulez, un outil au service d'une politique publique, parce que derrière, la puissance publique a la possibilité de faire varier ses tarifs, de les faire augmenter si on veut favoriser tel ou tel type de prise en charge, ou de les faire baisser si on veut, au contraire, si on ne veut pas inciter les établissements à développer ce type de prise en charge. Ce qui se passe donc, c'est que l'hôpital se transforme petit à petit en une entreprise qui doit ouvrir ses services en pensant le retour sur investissement qu'ils vont lui procurer derrière. Et donc, ce ne sont plus seulement les critères de santé publique qui comptent, mais aussi les critères de rentabilité présente et future. Donc, on réfléchit en termes de part de marché à conquérir, notamment dans une optique où les établissements sont tous de fait mis en concurrence les uns avec les autres. Les hôpitaux, par ailleurs, ça va avec cette réforme de la T2A, ont été rendus autonomes financièrement. C'est-à-dire que ce sont eux qui sont responsables de leur situation financière. Et quand il faut investir, notamment pour renouveler le parc hospitalier, eh bien, ce sont les hôpitaux qui contractent cette dette, alors qu'avant, c'était la puissance publique et c'était l'État. Donc, si vous voulez, la responsabilité de la situation financière et donc de l'endettement, potentiellement, a changé. Ce sont les établissements et ce n'est plus la puissance publique. C'est aussi pour ça que la dette a explosé ces dernières années, qu'elle est passée de 9 à 30 milliards, même si aujourd'hui on parle d'une reprise partielle de la dette. C'est parce que les hôpitaux autonomes devaient être à l'affût de bonnes affaires, devaient chercher des moyens de s'autofinancer. Et donc certains se sont tournés vers des emprunts qui se sont avérés toxiques ou vers des partenariats publics-privés qui ont considérablement alourdi leur budget. Donc ça, c'est peut-être de manière assez succincte le fonctionnement de la T2A, donc qui est vraiment un instrument au service de la mise en entreprise de l'hôpital, de la transformation de l'hôpital en entité financière. Le problème de cette T2A,
parce qu'aujourd'hui, elle est au cœur des critiques quand même. On parle de nouveaux modes de financement, par exemple d'un financement au parcours ou d'un financement à la qualité. Le problème, c'est que la T2A et ces débats qui sont très intéressants, euh, la T2A reste un instrument. Le problème, c'est plus généralement qu'on reste dans un cadre contraint, dans une enveloppe budgétaire fermée allouée aux dépenses de santé qui s'appelle l'ONDAM, l'Objectif national des dépenses d'assurance maladie, et donc qui contraint l'évolution des dépenses à un certain pourcentage tous les ans. Donc, si vous voulez, d'un côté, les hôpitaux sont incités à faire de plus en plus d'activités, de plus en plus de séjours pour facturer de plus en plus à l'assurance maladie, mais de l'autre côté, ils restent pris dans ce carcan de l'ONDAM. Donc, comme disait Frédéric Pierreux l'autre fois, c'est comme si c'était des hamsters qui étaient condamnés à courir de plus en plus vite dans leur vie. Parce que les tarifs et les recettes qu'ils récupèrent n'augmentent pas pareil. Voilà, je ne sais pas exactement où j'en suis dans mon temps, mais ça, c'était un des premiers éléments À peu prendre en près compte. 5 bonnes minutes pour l'exposer. Ok, parfait. Bon, je suis à peu près à la moitié, c'est bon. Donc ça, ce sont les premiers éléments à prendre en compte du point de vue de la transformation du mode de financement des hôpitaux et de sa gestion financière, de sa gestion en interne. Un autre élément qui est important de comprendre pour saisir aujourd'hui l'ampleur du malaise des soignants, si je puis dire les choses comme ça, ou en tout cas l'ampleur de la colère qui reste là aujourd'hui, c'est les rationalisations, les entreprises de rationalisation qui ont été menées sur le travail. Euh, Tout au long du XXe siècle, si vous voulez, le travail hospitalier, la pénibilité du travail hospitalier a été traitée avec un instrument particulier qui est le temps de travail. Et c'est toujours le cas aujourd'hui. Raphaël a parlé en introduction de l'assouplissement potentiel des 35 heures en échange d'une revalorisation des carrières. Le temps de travail a été une manière d'essayer de traiter la pénibilité du travail pour les réformateurs, les gens au ministère, tout en parallèlement exigeant des réorganisations du travail. C'est-à-dire que le travail, les dépenses de personnel, c'est environ 64% des dépenses d'un hôpital public. Et donc, c'est un poste de dépense qui est un des premiers postes sur lesquels, en général, on run quand il y a des économies à faire. Donc, le travail et le temps de travail, c'est une manière assez commode d'essayer de montrer, en réduisant le temps de travail, qu'on prenait en compte la pénibilité du travail, tout en exigeant par ailleurs de réouvrir les organisations de travail pour essayer de voir les temps qui étaient alloués de manière non optimale, on va dire, notamment les temps de pause, les temps de transmission, les temps de repas, les temps de chevauchement d'équipe. Donc, à la fois, on a regardé ce qui se passait dans les organisations de travail, à l'intérieur des services pour essayer de réorganiser les temps. Et on a fait passer ça en même temps par cette réduction du temps de travail pour une amélioration des conditions de travail. Je suis désolée, je suis pas. Il y a un peu de bruit autour de moi. J'espère que mes propos sont pas trop en bruit. Je pourrais y revenir après. Ce travail de réorganisation de l'organisation des services, de rationalisation des organisations, elle s'est assortie aussi d'une politique de flexibilisation de la main-d'œuvre, c'est-à-dire des horaires alternants de matin, de nuit, de jour, d'après-midi pour les soignants, on appelle la grande équipe. Parallèlement, des équipes qui s'appellent des pools, donc des équipes qui peuvent être envoyées dans tel ou tel type de service selon les trous, selon l'absentéisme dans certains services. Et puis, avec la création des pôles d'activité dans les hôpitaux, eh bien, des gestions de personnel qui ont été mutualisées à l'échelle de ces pôles, donc entre plusieurs services, permettant parfois d'échanger le personnel, ou en tout cas de combler les trous dans un service. Donc, une gestion non plus dans le service, mais à l'échelle d'un pôle. Ça, en fait, si vous voulez, ce qui est problématique, c'est que ça contribue à déqualifier le travail dans le sens où les soignants ne sont plus considérés comme spécialistes d'un service. On ne considère plus qu'il est nécessaire de connaître les patients, de connaître les spécificités d'une prise en charge en cardiologie, par exemple, mais on considère que les soignants, peu importe leur service, peu importe leur spécialité, eh bien, peuvent aller remplacer au pied levé dans tel ou tel type de service, peu importe que ce soit leur service d'origine ou pas. Ça insécure aussi considérablement les professionnels qui ont peur de faire des erreurs
ça génère un certain stress chez eux et ça contribue à renforcer le sentiment de travail mal fait ou la perte de sens dans le travail. Globalement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a un processus d'intensification du travail qui est à l'œuvre, particulièrement depuis les années 90, quand on remonte dans les enquêtes qui ont été menées au ministère et qui permettent de qualifier voilà, les évolutions du travail à l'hôpital public, on constate une intensification du travail qui ne s'est jamais arrêtée. Les contraintes de rythme augmentent de plus en plus. C'est à la fois lié à cette réduction des temps morts, des temps considérés comme des temps morts, des temps de pause, etc., via les différentes réformes qui ont été menées et leur mise en œuvre. Et puis surtout, comme le temps consacré aux soins est de moins en moins important et que la charge de travail ne fait, elle, qu'augmenter, ça a contribué à des débordements horaires qui sont de plus en plus fréquents, de plus en plus courants, des jours qui sont stockés sur des compteurs, enfin des heures qui se transforment ensuite en jours qui sont stockés sur des compteurs, qui sont ensuite parfois convertis dans des comptes épargne-temps qui, eux, sont beaucoup plus contraints. Et ça maintient l'idée, en fait, d'un régime de disponibilité permanente à l'hôpital pour ces soignantes. Et je dis soignantes parce qu'il s'avère que ce sont en majorité des femmes. Donc voilà, peut-être pour conclure, ce que je peux dire, c'est que les réformes qui ont été menées depuis les années 80, elles adoptent une grille de lecture qui est essentiellement organisationnelle des problèmes de l'hôpital public et de ses dysfonctionnements. Aujourd'hui, ça se double d'une critique de l'hospitalocentrisme, dont il faut rappeler encore une fois que c'est l'État qui l'a installé à la fin des années 50. Et cette critique de l'hospitalocentrisme, aujourd'hui, par ailleurs, on pourrait y revenir, elle se double aussi d'une certaine inaction pour régler le problème d'une médecine de ville, donc de l'amont de l'hôpital, très inégalitaire à la fois d'un point de vue financier et d'un point de vue territorial, géographique. En face de cette grille de lecture organisationnelle des problèmes de l'hôpital, il y a une autre grille de lecture qui est opposée là, non pas par les réformateurs, mais plutôt par les mouvements sociaux, par les professionnels de santé, par les syndicats, qui est une grille de lecture budgétaire, à savoir que si l'hôpital va mal, c'est certes parce qu'il manque peut-être d'organisation, mais c'est surtout parce qu'il manque de moyens humains, de moyens financiers, de moyens matériels. Et c'est exactement les trois revendications que porte le collectif Interurgence et le collectif Interhôpitaux depuis l'année dernière. Donc, ces trois revendications, je m'arrêterai là, mais c'est l'arrêt de la fermeture des lits d'hospitalisation, dont je vous ai parlé au tout début. C'est plus d'embauches pour plus de moyens humains pour faire face à la charge de travail. Et ce sont des revalorisations salariales parce que les infirmières, par exemple, sont, je crois, dans les derniers rangs de l'OCDE, tout dépend le nombre de pays qu'on prend, mais ils sont vraiment dans les derniers. Ces revendications, elles n'ont toujours pas été satisfaites. Et au contraire, même avec la crise actuelle, le gouvernement continue continuer jusqu'à présent, on va voir à partir de la semaine prochaine ce qui se passe, mais à continuer de proposer des primes, à continuer de louer le dévouement, l'héroïsme, sans jamais interroger notamment l'application du droit du travail à l'hôpital et les conséquences que ça pouvait avoir sur la santé des travailleurs, cette charge de travail conséquente et le fait de leur en demander toujours plus. Et enfin, on continue de louer, enfin non, pardon, pas enfin, enfin, ce qui est nouveau, pardon, c'est la capacité d'organisation qu'aurait eu l'hôpital, là, qui apparaît dans cette crise. On parle d'une capacité assez bluffante d'organisation, voilà, quelque chose d'assez formidable qui aurait été organisé. Et d'un coup, on arrête de dire que les professionnels sont mal organisés. Donc, je m'arrête ici. Je suis désolée, c'est un petit peu brouillon là, à la fin. Mais j'espère que ça permettra d'engager le débat. Très bien, merci beaucoup pour cet exposé, effectivement très clair et qui va permettre donc d'engager le débat. Je vous invite les uns et les autres à poser vos questions donc, dans le module questions-réponses de Zoom et également les poser sur Facebook pour ceux qui nous suivent sur Facebook. Moi, pour lancer la discussion, j'aurais souhaité vous poser une question sur l'action du Parti socialiste quand il était au pouvoir, parce qu'on est dans un cadre politique entre militants socialistes et je pense que c'est important qu'on ait votre regard sur l'action de la gauche au pouvoir entre 2012 et 2017 sur la question de l'hôpital. Qu'est-ce qu'elle a fait, qu'est-ce qu'elle n'a peut-être pas fait qui aurait été utile. Enfin, quel regard vous portez sur cette action et sa responsabilité éventuelle dans la crise de l'hôpital, dont vous avez très bien expliqué qu'elle était présente depuis assez longtemps et que c'était même plus une crise mais un état un peu structurel
de défaillance de l'hôpital. Donc, je voulais avoir votre point de vue là-dessus. Euh, alors, je ne sais pas si on peut dire que la gauche est responsable de la situation de la crise de l'hôpital. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle n'a pas contribué euh, à l'améliorer, on va dire. Je pensais notamment aux années 80 dont je vous ai parlé au début et à la manière dont on commence à réfléchir à la transformation de l'hôpital en entreprise. C'est notamment sous un gouvernement de gauche et avec un ministre de la Santé qui était communiste, qui était Jacques Ralitsch, voilà, qu'on a mis en place ce fameux PMSI. Donc déjà à l'origine de ces réflexions, ça s'est fait sous un gouvernement de gauche. Après, avec François Hollande, euh, c'est vrai qu'il y a eu des annonces qui ont été faites qui étaient assez fortes quand même, en disant que l'hôpital n'était pas une entreprise, qui a aussi été fait par Agnès Buzyn au début du mandat d'Emmanuel Macron. Euh, mais en effet, rien n'a été fait pour revenir sur la tarification à l'activité. L'ONDAM a continué, donc l'ONDAM, cette fameuse enveloppe qui contraint l'évolution des dépenses de santé, a continué d'être respectée, alors qu'avant 2011, 2010 ou 2011, elle n'était pas respectée. En général, elle était tout le temps dépassée. On n'arrivait pas à maintenir l'évolution des dépenses de santé. Là, elle a continué à être respectée. Sur l'amont de l'hôpital, par exemple, la médecine de ville, bon, il y a eu pas mal d'annonces autour des dépassements d'honoraires, par exemple, qui ont été faites par Marisol Touraine. Il n'y a pas grand-chose qu'on est sorti derrière. Donc c'est vrai que en fait, le quinquennat de François Hollande s'inscrit dans la continuité de ce qui se faisait déjà avant et n'a pas vraiment inversé les choses. Et je pense que ça a même contribué à renforcer la défiance qu'ont pu avoir les soignants vis-à-vis des syndicats qui ont été incapables aussi de monter au créneau et de s'opposer à ce qu'a pu faire ce gouvernement-là. Merci, merci pour cette réponse. J'ai une question de Cyril, donc justement en lien avec le malaise des soignants, et c'est un sujet que vous abordez dans votre livre. Comment vous expliquez la hausse du vote pour le Front National dans le personnel hospitalier, notamment auprès des catégories C de la fonction publique hospitalière? Alors, c'est vrai en effet que aujourd'hui c'est un vrai problème et c'est lié à cette défiance. Enfin, on pense que c'est aussi lié à cette défiance vis-à-vis des syndicats. Ce qu'il faut savoir, ça, ce sont des enquêtes de la DARES, donc du ministère du Travail, qui le montrent, c'est qu'une faible autonomie de travail, une pénibilité physique importante, une intensité du travail, un manque de reconnaissance, eh bien, ça favorise une distance vis-à-vis de la chose publique, une sorte de passivité civique. Et puis, ça augmente aussi la tendance à voter pour l'extrême droite et notamment pour le Rassemblement national. Et ça, c'est une tendance qui est très nette à l'hôpital, particulièrement dans les catégories C. Donc, ça n'explique pas tout, mais je pense que le refus d'écouter les professionnels de santé, le refus de considérer la dégradation de leurs conditions de travail comme un enjeu majeur à la fois de la prise en charge des patients, de la qualité des soins et potentiellement de la dégradation de la qualité des soins et, euh, de ce qu'on appelle la qualité de vie au travail, ou en tout cas l'investissement dans le travail, c'est une explication importante de l'augmentation de ce vote pour le Rassemblement national. En plus de l'incapacité des syndicats à enrayer finalement la machine gestionnaire et ses effets. Très bien, merci. N'hésitez pas à continuer les questions sur Zoom. Là, j'en ai encore quelques-unes, mais n'hésitez pas. Donc, sur la question du temps de travail, donc c'est une question de Fabrice qui demande si on peut réfléchir en termes de temps médical disponible et comment en fait le travail au sein de l'hôpital a pu être intensifié sans que ça permette de consacrer plus de temps aux soins. Et puis, il pose également la question de ce qu'on appelle le virage ambulatoire. Quel est l'impact en fait de ce virage ambulatoire sur le travail à l'hôpital et les conditions de travail ou l'organisation du travail? Voilà, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette question, notamment du temps médical et de l'organisation du travail à l'hôpital? Alors, j'ai la question sous les yeux aussi. C'est vrai que je suis pas, j'ai très mal présenté les choses. L'intensification du travail, en fait, il faut la comprendre dans le sens où on a réduit le temps de travail tout au long du XXe siècle, notamment enfin, le temps de travail officiel des soignants, notamment pour essayer de gérer cette question de la pénibilité du travail, montrer qu'on traitait la question de la pénibilité du travail. Quand je dis on, c'est le ministère de la Santé. Euh, donc, on a réduit le temps de travail quand parallèlement, la charge de travail, elle, a considérablement augmenté et
que les embauches qui ont été concédées pour compenser cette réduction du temps de travail n'ont jamais été à la hauteur de la réduction du temps de travail. Donc, si vous voulez, on a baissé le temps de travail, on a embauché, mais pas du tout assez par rapport à la réduction, et la charge de travail, elle n'a fait qu'augmenter. Parce que les besoins de santé de la population augmentent, parce que si on veut remonter même très loin, à partir des années 40, on a ouvert l'hôpital à toutes les catégories de la population, il y a eu la création de la sécurité sociale, etc. Donc il y a de plus en plus de patients qui ont été pris en charge à l'hôpital. Donc tout ça, ça contribue à intensifier le travail. Pardon. Et un exemple que je prends souvent, mais qui est révélateur, il me semble, c'est ce que m'avait dit l'ancien directeur des hôpitaux au ministère de la Santé qui avait négocié les 35 heures. C'est qu'au moment des 35 heures, on est parti du principe au ministère que 10% de réduction du temps de travail, on passait de 39 à 35, ça faisait moins 10%. 10% de réduction du temps de travail devait se compenser par 5% de création de postes et 5% de gain de productivité. C'était les termes véritablement qu'il a employés. Donc, à chaque fois, cette réduction du temps de travail, elle s'est doublée d'une intensification du travail et d'une réduction des temps de pause. Et c'est assez flagrant aujourd'hui de voir que les pauses, en fait, ce sont toujours des micro-pauses. On descend fumer sa cigarette, on remonte. Et puis, en fait, les temps de repas ne sont pas vraiment des temps de repas parce qu'on continue à aller répondre aux sonnettes, parce qu'on est interrompu par une collègue qui vient demander quelque chose, parce qu'il y a des patients ou des familles qui passent, etc. etc. Donc, voilà pour la question de l'intensification du travail. Je ne sais pas si j'ai correctement répondu. Oui, je pense que c'est assez clair sur la notion de pression sur la productivité qui a été fortement accrue en fait avec la mise en place des 35 heures et les conséquences que ça a pu avoir sur la dégradation des conditions de travail au sein de l'hôpital avec la pression qui s'est intensifiée sur les temps de pause notamment. J'ai une question de Pauline. Je crois que par contre, je n'avais pas répondu sur l'ambulatoire, peut-être Ah oui, hyper rapidement. on peut envoyer sur l'ambulatoire. Ouais. Et puis après, je Ouais, poserai la question de Pauline sur ça va. la comparaison internationale. Ça marche. Sur l'ambulatoire, on manque encore d'enquête aujourd'hui sur l'effet de l'ambulatoire sur les conditions de travail. Ce qui est certain, c'est que c'est identifié par l'inspection générale des finances et l'inspection générale des affaires sociales comme voilà, un élément hyper intéressant parce que ça permettrait de dégager ce qu'ils appellent des doubles dividendes. À la fois, ça permet d'économiser des coûts sur le fonctionnement de l'hôpital parce que les patients ne sont pas là la nuit et donc les lits sont libres la nuit et on n'a pas à payer des équipes de nuit. Ça, c'est le premier dividende en quelque sorte. Et le deuxième dividende, c'est que ça améliorerait la qualité des soins parce que les patients seraient heureux de rentrer chez eux et surtout seraient moins anxieux parce qu'il n'y aurait pas ce risque de contracter des maladies nosocomiales. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on met en avant pour justifier le retrait de l'hôpital, alors qu'avant, c'est plutôt quelque chose contre lequel il fallait se battre, qui était au cœur d'un certain nombre de mesures, même si c'est toujours le cas, la lutte contre les infections nosocomiales, mais là, c'est un argument qui est retourné dans l'autre sens. Donc, d'une part, c'est vraiment utilisé comme une manière de faire des économies et d'assimiler économie et gain de qualité. Ce que disent les soignants, eux, c'est que jusqu'à présent, le virage ambulatoire, ils voient les patients revenir, souvent dans un état pire qu'avant, parce qu'on en a fait sortir une partie trop tôt, qu'il y a une pression pour faire sortir les patients donc à la fin de la journée, puisqu'ils ne restent pas le soir, et que pour une partie d'entre eux, ça ne serait pas justifié, ou en tout cas, ce serait mettre la charrue avant les bœufs, et donc il y a ce risque finalement de voir les patients revenir par les urgences dans des conditions et dans des, dans des états pires que ceux où ils sont rentrés. Donc voilà la sonnette d'alarme qui est tirée par rapport à ça. Et puis, un élément que j'ai en tête par rapport au Québec, qui était le grand promoteur du virage ambulatoire déjà à la fin des années 90, dans les années 90, ce qui a été vu au Québec, c'est qu'en fait, ça a contribué à reporter le coût de la prise en charge de ces malades qu'on renvoyait chez eux sur les femmes, notamment, enfin sur les familles et sur les femmes, qu'on appelle aujourd'hui les aidantes, enfin les aidants. Et surtout, ça a fait émerger tout un marché du travail précaire pour les aides à domicile, par exemple, qui prennent en charge justement ce soin, ce suivi des patients que l'hôpital n'a surplus. Voilà.
les éléments que j'ai en tête sur cette question-là. Du coup, Désolée, j'ai pas un peu. le fait d'évoquer le Québec, ça fait une formidable transition avec la question suivante de Pauline, donc, qui demande si vous avez en tête des modèles internationaux ou européens d'autres systèmes de soins dans lesquels les budgets des hôpitaux seraient plus importants que ce qu'ils sont en France. Est-ce que vous avez des outils un peu de comparaison des différents systèmes de santé qui nous permettraient de penser qu'il faudrait, que la solution serait de renforcer les moyens de l'hôpital, et en lien aussi avec ce que vous évoquez sur la critique récurrente de l'hospitalo-centrisme en Mhm. France et l'absence de prise en compte de ce qui se passe en amont et en aval de l'hôpital. Est-ce que l'herbe est plus verte ailleurs ou est-ce qu'il y a des modèles plus intéressants ou performants que le système français? Alors, je ne suis pas une spécialiste des systèmes de santé étrangers. Simplement, ce que je peux dire, c'est que d'une part, ce qui se passe à l'hôpital public en France n'est pas propre à la France. C'est quelque chose qui a été importé des États-Unis déjà, et ça s'inscrit dans le cadre de politiques néolibérales qui concernent une grande partie du monde occidental, à minima aujourd'hui. Donc, ces logiques de rentabilisation et de transformation de l'hôpital en entreprise, elles ne sont pas propres à la France. Il y a aussi des problèmes semblables qui se posent ailleurs. Par contre, il y a des éléments qui sont intéressants dans les systèmes étrangers, notamment, je pense, en termes de ratio patient, euh, patient soignant, ce qu'on appelle les hôpitaux magnétiques, souvent en Amérique du Nord, qui sont des hôpitaux qui attirent les professionnels de santé, où il fait bon travailler et où les patients sont bien soignés. Ben, ce qu'on constate, c'est que dans ces hôpitaux-là, qui fonctionnent bien, eh bien, ce sont des hôpitaux où justement les ratios patients personnels sont très élevés. Donc, il n'y a pas de miracle, en gros, pour qu'on travaille bien et qu'on soit bien pris en charge dans ces hôpitaux qui sont souvent montrés du doigt comme étant pas montrés du doigt, mais pointés comme étant des hôpitaux, des bons élèves, eh bien, il faut mettre de l'argent dedans. Et le dernier élément de comparaison peut-être que je peux apporter, c'est par rapport à l'organisation du système de santé dans son ensemble. Dans les pays d'Europe du Nord, notamment les pays scandinaves, l'amont de l'hôpital est bien mieux régulé et bien plus développé, dans le sens où il y a ce qu'on appelle des petites cliniques ambulatoires, ou en tout cas ce qui ressemblerait à des centres de santé, mais avec des moyens beaucoup plus importants que ce qui existe en France, qui permettent de prendre en charge une partie notamment des urgences hospitalières, des sutures, des places, qui ont des petits cabinets qui ont des petits plateaux techniques de radiologie ou de traumatologie, qui permettraient par exemple de désengorger les urgences en France. Après, le problème aussi qu'il y a en France, c'est que si l'hôpital étant au centre des réformes, des réformes et des entreprises de rationalisation des dépenses, c'est parce que c'est plus facile de s'attaquer à l'hôpital que de s'attaquer à la médecine libérale, à l'identité libérale et notamment au syndicat des médecins libéraux qui sont très puissants. Alors, justement, à propos de la médecine libérale, j'ai une question d'Alexander qui évoque l'utilisation du personnel et du matériel de l'hôpital à des fins privées. Je pense que ça fait référence à ce qui existe dans le système hospitalier français, à savoir la possibilité de faire de l'exercice libéral pour certains chefs de service ou certains professionnels soignants, qui est éternellement justifié comme étant un des leviers d'attractivité de l'hôpital pour attirer des soignants qui sinon seraient beaucoup mieux payés ailleurs. Il y a un passage très intéressant dans votre livre justement sur l'exercice privé à l'hôpital. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Est-ce que c'est un phénomène important et est-ce que ce serait intéressant de le remettre en question? Et quelles conséquences ça aurait si on le remettait en question? J'ai pas les chiffres de l'importance ou de l'ampleur de ce phénomène. Ce qui est sûr, c'est que si on remonte à son origine, c'est quelque chose qui s'est mis en place justement au moment de la réforme de Bray pour que les médecins acceptent de travailler à temps plein à l'hôpital et acceptent de devenir des salariés de l'hôpital. Parce qu'avant la réforme de Bray qui crée les CHU, les médecins travaillaient quasiment bénévolement à l'hôpital et ils tiraient l'essentiel de leurs revenus de leur cabinet en ville, de leur petite clinique. Donc, attacher les professionnels à l'hôpital, faire en sorte, les médecins à l'hôpital, faire en sorte qu'ils travaillent à temps plein à l'hôpital, qu'ils consacrent tout leur temps aux soins, à la recherche, à l'enseignement pour les hospitalo universitaires, eh bien ça nécessitait à ce moment-là de trouver une contrepartie qui a été le maintien du secteur privé à l'hôpital. Après, bon, moi je pense que c'est une entorse à la question du service public.
Et s'il fallait revoir le fonctionnement de l'hôpital, je pense qu'il faudrait poser cette question sur la table, avec le risque évidemment, encore une fois, que les médecins qui en bénéficient remettent en cause leur engagement à l'hôpital. Est-ce que c'est une revalorisation des salaires et des carrières des médecins qui permettrait de faire accepter euh, cette suppression du secteur privé? Je ne sais pas, j'en suis pas certaine. C'est une question qui est très épineuse. Ok, ça marche, merci. Euh, donc toujours sur la question du personnel hospitalier, j'ai une question de Pauline et une question de Fabrice. Je vais essayer de synthétiser en une seule sur donc les relations entre les différents professionnels au sein de l'hôpital, parce que c'est un milieu très hiérarchisé avec différentes catégories professionnelles et les relations ne sont pas forcément toujours évidentes, à la fois entre le personnel soignant et le personnel administratif. Et il y a notamment eu la question de la gouvernance avec le renforcement du poids des directeurs d'hôpitaux et des gestionnaires au détriment des soignants suite à la loi HPST. Et puis, il y a peut-être aussi des convergences qui ne sont pas toujours évidentes à trouver entre les différentes catégories de médecins et puis les aides-soignants, les infirmiers. Donc, quel est l'état justement des relations professionnelles au sein de l'hôpital, au sein des soignants et puis entre les soignants et les administratifs? Est-ce qu'il y a des luttes qui sont à l'œuvre? Est-ce qu'il y a des rapports de force qui se jouent? Et quel est l'impact de tout ça sur la situation de l'hôpital aujourd'hui? C'est une question large, hein, mais je suis sûr Oui, que oui. bien vous en... C'est une vaste question de sociologie du travail, des organisations, etc. Ce qui est intéressant, c'est que la sociologie du travail, ou plutôt, euh, si, que la sociologie du travail s'est saisie de l'hôpital comme cas emblématique et représentatif de justement des rapports de pouvoir, des rapports de domination qui pouvaient exister au sein des collectifs de travail. Euh, En effet, l'hôpital, c'est une institution dans laquelle il y a à peu près, je sais pas, 80 ou une centaine de métiers différents qui travaillent plus ou moins directement ensemble, mais en tout cas, à l'intérieur des services, c'est une des rares organisations où il y a des personnes issues des classes populaires qui côtoient des personnes issues des classes supérieures, par exemple les médecins et les aides-soignantes ou les agents de service hospitalier. Donc, l'hôpital se caractérise véritablement par une hiérarchie qui est extrêmement rigide et qui est extrêmement prégnante et qui est une hiérarchie donc dans la division verticale du travail, mais qui est aussi une hiérarchie en termes de genre. C'est-à-dire que plus vous montez dans la hiérarchie, moins vous avez de femmes. Bien sûr, aujourd'hui, la plupart des médecins, en tout cas dans les facs de médecine, sont des femmes, mais quand vous montez dans la hiérarchie médicale elle-même, il y a de moins en moins de femmes. Et dans les services, pareil, plus vous descendez dans la hiérarchie, dans la division du travail, plus vous avez de femmes. Donc ça, ce sont des choses qui existent toujours, et même si les médecins ont perdu beaucoup de pouvoir dans la gouvernance des hôpitaux au profit des directeurs et des gestionnaires, qui sont devenus véritablement euh, les patrons à l'hôpital, puisque c'est le terme qu'avait employé Nicolas Sarkozy avec la loi HPST en 2009, même s'ils ont perdu beaucoup de pouvoir dans l'organisation du travail de soins à l'intérieur des services, les médecins restent des groupes professionnels qui sont dominants. Ceci dit, ce qui est intéressant, c'est que la crise actuelle, alors, non, pardon, je me départis de ce terme de crise, en tout cas, ce qui se passe depuis une dizaine d'années, cette intensification du travail, cette dégradation des conditions de travail, eh bien, elle concerne tout le monde et elle concerne aussi les médecins. Alors que jusqu'à présent, c'était une catégorie qui, certes, était affectée par des longues durées de travail, par une charge de travail qui est extrêmement importante, etc. Mais c'était une catégorie qui se plaignait assez peu finalement de ses conditions de travail. Et depuis une dizaine d'années, on voit de plus en plus de revendications de certains segments de la profession médicale pour un meilleur encadrement de leur temps de travail, pour une meilleure prise en compte du travail réalisé, notamment de la part des urgentistes, des anesthésistes réanimateurs. Ça s'explique aussi pourquoi ce sont ces spécialités-là et pas les autres. Mais en tout cas, il y a la montée de revendications sur les conditions de travail de la part des médecins et des cas de burn-out, des cas de suicide aussi dans les catégories médicales. Et ce qui est intéressant, pour finir, c'est que la mobilisation donc, qui a été engagée l'année dernière par les soignantes des urgences, les infirmières, les aides-soignantes des urgences, elle a été rejointe à partir du mois de septembre par le collectif interhôpitaux, donc qui regroupe toutes les catégories de l'hôpital, mais beaucoup de médecins, et que
on voit là une mobilisation qui finalement arrive à réunir des médecins aux aides-soignantes pour critiquer la dégradation des conditions de travail et la destruction de l'hôpital public et revendiquer tous ensemble les mêmes choses, c'est-à-dire plus de moyens, plus d'embauches, revalorisation des salaires, arrêt de la fermeture des lits. Donc, on peut s'interroger, est-ce qu'il y a une reconfiguration des rapports de classe à l'hôpital? Est-ce que d'un côté, on n'aurait pas la classe des gestionnaires et de l'autre, la classe des ouvriers du soin, dans lesquels on peut inclure les médecins aussi? Moi, en tout cas, ça m'interroge. Je pense que partiellement, il y a des choses qui se recomposent, même si, encore une fois, dans la division fine du travail dans les services, ça reste, les rapports de domination restent très forts. Et les gestionnaires peuvent et se sont largement appuyés sur ces divisions pour justement faire Absolument. ce qui ont fait le règne du néo-management libéral. Du coup, vous avez évoqué les collectifs interurgences et ça me permet de faire une transition avec la question de Cyril sur la situation spécifique des urgences, la très forte augmentation ces dernières années des sollicitations des services d'urgence et qui ont été au cœur de l'actualité, notamment suite à un certain nombre de drames qui ont pu se passer dans différents hôpitaux. Quel regard vous avez sur cette crise des urgences? Alors, je sais que vous n'avez pas le terme de crise, mais sur la situation en tout cas des urgences actuellement, et quel lien on peut faire justement avec tout ce qui se passe en amont de l'hôpital sur la médecine libérale et sur le fait qu'arrivent aux urgences sans doute des patients qui n'ont pas forcément accès ou qui pourraient avoir un accès renforcé au système de médecine de ville. Enfin, quel est votre regard sur le sujet? Et également, est-ce que la généralisation du tiers payant, qui était une des réformes portées par le précédent gouvernement, a eu un effet sur le sujet ou pas? Alors, sur la généralisation du tiers payant, pour répondre tout de suite, je ne sais pas, parce que je n'ai pas du tout suivi la mise en œuvre de la réforme derrière. Je ne sais pas si c'est appliqué partout ou pas. Par exemple, moi, quand je vais chez le médecin, je continue de ne pas avoir, de ne pas, enfin, de payer ma consultation en entier. Donc, je ne pense pas que ça ait été mis en œuvre partout. Et je ne suis pas sûre que ça ait un quelconque impact, en tout cas un impact massif sur le recours aux urgences, puisque l'augmentation du nombre de passages aux urgences est toujours extrêmement importante. En 20 ans, le nombre de passages aux urgences a doublé. On est passé de 10 à 21 millions. Donc c'est absolument considérable. Il faut aussi mettre ce chiffre en rapport avec l'augmentation du taux de pauvreté. Je crois qu'il y a, il me semble, plus 600 000 personnes pauvres, il me semble, je ne vais pas dire une bêtise, mais le taux de pauvreté a augmenté de 14%. Alors, ce n'est pas les mêmes proportions, bien sûr, mais ça explique, en fait, enfin, ce chiffre permet de, de sortir cette question du passage aux urgences des questions proprement hospitalières et d'interroger, en fait, les structures qui d'amont, d'aval, qui peuvent avoir un lien avec le recours des patients aux urgences. Quand je dis les structures d'amont, d'aval, c'est sûr que la médecine de ville, l'organisation du système de santé et le caractère particulièrement inégalitaire de la médecine de ville que j'ai évoqué tout à l'heure est un élément central à prendre en compte dans l'augmentation du recours aux urgences. Quand je dis inégalitaire, j'ai parlé tout à l'heure des dépassements d'honoraires. Rien n'a été fait pour les encadrer, donc il y a toujours des dépassements d'honoraires et ils sont même de plus en plus importants d'année en année. Il y a, je crois que c'est une étude de l'IRDES qui disait que 25%, enfin, qui montrait que 25% de la population avait eu au moins une fois dans l'année, enfin, avait renoncé à des soins au moins une fois dans l'année pour des raisons financières. Donc ça s'ajoute aussi aux urgences. On est pris en charge gratuitement, ou en tout cas il y a le tiers payant pour les patients. On est pris en charge tout de suite aussi aux urgences, même si on attend quelques heures. Quand je dis tout de suite, c'est-à-dire que d'un autre côté, dans la médecine de ville, il est de plus en plus long pour pouvoir avoir accès à un certain nombre de spécialités. Donc les délais de rendez-vous sont particulièrement longs. Des fois, ça peut aller jusqu'à un an, je crois, en ophtalmo, par exemple. Un autre élément à prendre en compte, c'est que, toujours sur ces questions financières, c'est que la sécurité sociale s'est considérablement désengagée de la prise en charge des soins courants et ce qu'on appelle les soins primaires. Et ça, c'est quelque chose, c'est vrai, dont peut-être le gouvernement PS a pu être fier en disant que le taux de remboursement de la sécurité sociale n'avait pas bougé sous le quinquennat Hollande. C'est vrai qu'on est resté autour de 75-77% de remboursement des soins par la sécurité sociale. Mais ce chiffre, en fait, il cache
Il cache d'une part le déremboursement des soins courants. Aujourd'hui, c'est 55% à peu près des soins de premier recours qui sont remboursés par la sécurité sociale. Quand de l'autre côté, en fait, vous avez une augmentation du nombre de personnes qui sont dans le dispositif ALD, affection longue durée, c'est-à-dire les maladies chroniques, qui, eux, sont pris en charge à 100%. Donc, plus de personnes à 100%, ça permet de masquer en fait des soins courants qui sont de moins en moins bien remboursés, avec des franchises médicales qui augmentent, etc., etc. Donc, pour ces questions-là, les urgences permettent, permettent de résoudre, on va dire, cette question financière. Et puis les inégalités territoriales aussi sont importantes, même si on a fermé des services d'urgence. Ce sont des services qui sont assez facilement identifiables sur les territoires et qui restent assez présents dans un certain nombre de territoires, là où les médecins généralistes, par exemple, sont pas très mal répartis. C'est pas quelque chose de nouveau, hein. Ça date depuis toujours. Enfin, depuis le 19e siècle, c'était déjà comme ça. Donc voilà, des déserts médicaux d'un côté et donc des inégalités territoriales assez importantes. Du coup, on va s'approcher doucement mais sûrement de la conclusion. Avant qu'on évoque la conclusion, j'avais encore une question donc, qui était celle d'Alexander, parce que vous avez évoqué donc, les dynamiques un peu de désengagement de l'assurance maladie dans le financement des soins courants, donc sur la partie plutôt ressources de l'hôpital et puis du système de santé de façon générale. Sur la dynamique de la dépense hospitalière, est-ce que vous avez des ordres de grandeur sur qu'est-ce qui a le plus augmenté ces dernières années, qu'est-ce qui a généré au sein de l'ONDAM du coup cette augmentation et qu'est-ce qu'on peut expliquer en fait, y compris en termes de besoins de l'hôpital sur cette partie de financement de la dépense. Est-ce que c'est certaines spécialités? Est-ce que c'est des dépenses liées à des investissements, à l'innovation? Est-ce que c'est, voilà, comment se caractérise la dépense? Je ne sais pas si j'ai bien traduit la question d'Alexander, mais en tout cas, voilà, est-ce qu'on a un regard un peu sur cette dynamique de l'évolution de la dépense et est-ce que c'est les frais de personnel? Enfin voilà, comment vous voyez les choses sur cette partie-là? Je vous avoue que j'ai pas les chiffres, j'ai pas regardé les chiffres. Euh, à un ordre de grandeur, les dépenses hospitalières, dans mon souvenir, c'est à peu près 45% des dépenses de santé, il me semble. Et 55%, c'est le reste, notamment les dépenses de la médecine de ville. Mais je ne mettrai plus ma main à couper sur les ordres de grandeur. C'est 90 milliards pardon, d'euros, les dépenses hospitalières. Euh, il y a une dépense qui est particulièrement problématique, mais il y en a beaucoup d'autres en fait. C'est pour ça que là, je ne m'engage pas trop, c'est plus Pierre-André Juven qui serait mieux placé pour vous répondre. Mais la question des médicaments, notamment, est au centre des dépenses des innovations thérapeutiques, est au centre des interrogations et des tentatives de réduction des dépenses hospitalières. Après, il y a les dépenses de personnel aussi qui sont, encore une fois, au cœur, mais ça depuis au moins une quinzaine, vingtaine d'années, au cœur des tentatives de réduction de containment, si on peut dire, des dépenses. Ok, merci. Du coup, peut-être une dernière question un peu pour conclure notre échange et essayer de dresser des perspectives pour les militants politiques que nous sommes, parce que je pense que notre échange a permis de bien éclairer le diagnostic sur la situation actuelle de l'hôpital et qu'est-ce qui fait qu'on en est arrivé là. En quelques mots, quelles pistes de travail et quelles perspectives on peut avoir pour l'hypothèse qu'on souhaite et à laquelle on œuvre d'une gauche qui redeviendrait majoritaire dans le pays et qui pourrait à nouveau être en charge de la politique hospitalière et plus largement de la politique de santé, puisque vous avez bien montré qu'on ne peut pas isoler l'hôpital de ce qui se passe en amont et en aval et qu'il faut aussi réfléchir à la prévention, à l'organisation des soins en ville. Mais voilà, qu'est-ce que vous auriez dans votre bouquin également comme piste de travail pour passer du diagnostic aux propositions pour les militants de gauche? Je pense il faudrait en débattre longuement, mais premièrement, je pense qu'il faut absolument écouter les professionnels de santé, c'est-à-dire écouter les travailleurs qui savent comment il faut travailler, qui savent quelles sont les meilleures manières
de travailler et de faire leur travail. Il me semble que ça, c'est un des enseignements qu'il faut tirer de la crise actuelle, puisqu'on loue la capacité d'adaptation de l'hôpital. Il faut reconnaître que les travailleurs savent s'organiser. Donc, leur redonner à la fois leur outil de travail, la possession de leur outil de travail, et en même temps les écouter, c'est investir massivement dans l'hôpital, massivement, mais aussi durablement, et aussi directement, c'est-à-dire sans passer par les acteurs marchands et notamment toutes les startups de l'innovation qui, en fait, sont surtout là pour accompagner les effets des réformes et gérer le manque de moyens. On n'en a pas trop parlé, mais bon, voilà. Donc, mettre de l'argent dans l'hôpital, je pense que c'est quelque chose d'absolument central et crucial. On ne peut pas y couper. Il faut résoudre ce manque de financement chronique. Et puis peut-être une mesure plus globale sur l'organisation du système de santé. Il me semble que le développement de centres de santé, là où les professionnels de santé sont salariés, où on pratique le tiers payant, où du coup il n'y a pas cette question des dépassements d'honoraires et du non-recours aux soins pour des raisons financières, permettrait notamment à la fois de désengorger les urgences, mais en même temps de résoudre cette question de l'inégalité d'accès aux soins de premier recours, tout en parallèlement développant une politique de santé publique qui est absolument centrale et qui manque aujourd'hui cruellement dans le système de santé. On l'a encore vu avec la crise actuelle, les moyens qui étaient donnés à la santé publique avant la crise étaient absolument ridicules. La santé publique fait aussi les frais d'une vision comptable de la santé et des politiques de prévention plus largement. Tout ça, voilà, il faut s'interroger, il faut mettre des sous, il faut engager des politiques ambitieuses en termes de prévention et de santé publique, et il faut s'interroger même plus largement, je dirais, sur ce qui rend malade et ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a autant de besoins de santé de la population. Ce n'est pas juste le fait de vieillir qui rend malade. Être vieux en soi, ce n'est pas une maladie, mais s'interroger sur les conditions dans lesquelles on vit, les conditions dans lesquelles on travaille, les conditions dans lesquelles on s'alimente, enfin, avec lesquelles on s'alimente. Tout ça, c'est ce qui contribue en fait à rendre les gens malades. Et donc, ça implique de s'interroger dessus et donc de réguler certaines politiques économiques et industrielles. Vaste programme. Vaste programme et très, très bon mot de conclusion, donc qui tresse des perspectives pour nous. Merci beaucoup Fanny Vincent pour le temps consacré à cet échange très intéressant. Merci à toutes celles et tous ceux qui l'ont suivi. Notre échange pourra être retransmis donc, sur le compte Facebook de l'Université politique du confinement et sur le site internet pour celles et ceux qui veulent le revoir ou qui n'ont pas pu y assister en direct. Bon courage parce que je pense que vous allez avoir une actualité chargée en termes de suivi des réformes et notamment de la question du temps de travail à l'hôpital dans les jours et les semaines qui viennent. Et donc, je vous donne rendez-vous pour la prochaine séquence, le prochain épisode de l'Université politique du confinement, demain à 18h avec Laurence Rossignol. On évoquera donc la question de la lutte contre les violences intrafamiliales en période de confinement, qui est également un sujet extrêmement important. Voilà, donc merci en tout cas encore à vous. Et puis, merci à vous. Et puis désolé pour ces petits décalages et ces embrouilles dans ma présentation. c'était très clair en direct de votre cuisine. Merci beaucoup Fanny Vincent et puis à bientôt et bonne continuation.